Jour de fête à Annecy. Le 27e bataillon de chasseurs alpins est de cérémonie. Jérôme, ça va? Bon, alors c'est aujourd'hui le grand jour. Oui, tout à fait. Le 27 est ma deuxième famille. Il y a 37 ans, j'y ai servi sous le grade de lieutenant pour commander une trentaine d'hommes. Avec eux, j'étais casque bleu au Liban et même eu l'honneur de porter le drapeau des chasseurs sur le Mont Blanc. Blessé et perdu en montagne, j'ai été secouru par mes camarades chasseurs alpins. Depuis cette époque, je me suis toujours senti débiteur, redevable envers ces soldats. Après avoir quitté l'armée, j'ai couvert les conflits comme reporter de guerre pour les grandes chaînes de télévision. Le 27, un bataillon que j'ai continué d'accompagner au combat, récemment au Mali, et il y a 12 ans en Afghanistan, avec le général Nicolas Lenaine. Bonjour Nicolas. Salut Jérôme, ça va? Très bien. Forme? Ouais. Tu vas bien? Ouais. Nicolas, il faut que je te dise, tu as amené ton preneur de son de combat en Afghanistan. Je ne sais pas si tu te souviens de Est-ce que tu veux Philippe. faire la bise? Ah bah. Voilà. Plaisir de voir, je suis ému là. Tu t'as accompagné au combat, Philippe. Là. Oui. Philippe et toi, vous avez fait les combats d'Al-Assad. Ouais. Vous êtes nos frères d'armes. Voilà. Vous n'êtes pas que nos frères de caméra, d'image, vous êtes nos frères d'armes. Tous les soldats qui ont servi en Afghanistan en ont été profondément marqués, surtout depuis le départ précipité des troupes américaines. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce qui se passe aujourd'hui Ça fait de la peine, Ouais. une grande peine. Là, qu'on a appris que les talibans avaient repris Kaboul et tout ça. Parce qu'en fait, ça a remis au goût du jour des images et un pays qu'on aimait finalement, parce qu'on y a laissé quand même beaucoup de sueur et de sang. Le souvenir le plus marquant là, que tu garderas de l'Afghanistan, ce sera lequel? Le calme et d'un coup la tempête, quoi, c'est ça. Combat dans un pays lointain, aussi beau qu'indéchiffrable, où l'ennemi se confond au sein de la population. Partis au service de la France pour lutter contre le terrorisme international, beaucoup de soldats ont vécu en Afghanistan leur baptême du feu. Les accrochages, les embuscades et attentats suicides. Dans l'épreuve, ils ont découvert la fraternité d'armes. Parfois blessés dans leur chair, dans leur âme, certains de ces soldats m'ont exprimé l'envie de témoigner. Aujourd'hui, je pars à leur rencontre. Je commence mon périple en revenant aux sources. Quartier Tom Morel, à Crangévrier, le 27e bataillon de chasseurs alpins. Lorsque j'avais 20 ans, c'est là que tout a commencé. Quand nous débutons ce tournage, la place d'armes est étrangement vide. Il faut dire que les soldats sont au Mali pour combattre les djihadistes dans la bande sahélo-saharienne, derrière leur chef de corps, le colonel Yvan Morel, petit-fils de Tom Morel, héros du maquis des Glières, qui a donné son nom à ce quartier. Le colonel Rougelot, chef de corps suppléant, me reçoit. Bonjour mon colonel, Bonjour Géraud, comment allez-vous? très bien. Ouais. Bienvenue au 27, bienvenue ça chez fait- vous. Ça fait plaisir de revenir ici. Hein. Émouvant, hein. En passant la porte là, Je veux bien le croire. j'étais très ému. Hein. Ouais. On parle souvent de nos années afghanes, pour certains c'est une empreinte, hein. C'est quelque chose qui a profondément marqué l'Afghanistan. Absolument. On a vraiment vu un avant et un après Afghanistan. Tous sont revenus avec vraiment une expérience intense. Faites colonne au départ. Ah ça y est, c'est parti là, pour 6 mois. À bientôt, papa. C'est une page d'histoire du bataillon, une page d'histoire de l'armée française en général, des troupes de montagne, puisque les troupes de montagne étaient quand même bien engagées sur ce théâtre, et le 27 a eu l'occasion donc d'armer 2 fois un groupement tactique, donc ce qui constitue une vraie page d'histoire du bataillon. Pour comprendre les raisons pour lesquelles ces chasseurs alpins se sont engagés avec autant de ferveur en Afghanistan, il faut s'intéresser à leur héritage. Une autre page illustre du 27 est celle de la résistance française en Haute-Savoie. Je pars retrouver Gérard Métral à la nécropole de Morette, à côté de Thônes, là où sont enterrés les maquisards des Glières. Son père, Alphonse Métral,
est à l'origine de la devise du bataillon. Comment ça va, Gérard? Ça va. Plaisir. Ah oui. C'est l'âme des chasseurs alpins du 27, hein, ici. C'est l'âme et c'est la famille. C'est les deux à la fois, quoi. Oui. C'est l'ADN, finalement, du 27. Et c'est vraiment une famille qui se retrouve, évidemment, dans la mort. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très symbolique. Parce que le bataillon des Glières a été créé par Tom Morel sur le plateau, avec la devise « Vivre libre ou mourir », celle qui est toujours, aujourd'hui, celle du 27. Il y a un dévouement extraordinaire à la France, quoi. J'allais dire la France qui ne plie pas, hein, qui a des valeurs et qui exporte aussi ses valeurs et qui montre que ces valeurs sont toujours d'actualité. Et c'est important qu'on se souvienne. Bien sûr, bien On sûr. se souvient de ceux qui sont morts à Glières et il faut se souvenir de ceux qui étaient en Afghanistan il y a 12 ans. Exactement, c'est une question d'engagement. Les jeunes de 44 s'engageaient pour retrouver une liberté. On retrouve la même chose aujourd'hui avec ces jeunes qui s'engagent au 27. Ils défendent des valeurs, ils défendent des engagements, ils défendent la citoyenneté. C'est les dignes successeurs des hommes de 44. Je vais retrouver le général Le Naine, qui a commandé pendant la bataille d'Al-Assaï en Afghanistan. Et il m'a donné rendez-vous sur le plateau des Glières, qui, je pense, pour lui représente quelque chose également dans le combat qu'il a mené en Afghanistan. Lui qui a réussi à reconquérir une vallée aux talibans. Et ça, c'était en 2009. Salut Géraud, ça va? Ça va? Oui. Ouais. Toujours émouvante Ah, se toujours. retrouver. En plus, Toujours des émotions, oui, bien sûr. Ouais. est-ce que l'histoire des Glières t'a inspiré? Oui, ça m'a donné confiance sur la valeur du bataillon. Je pense que si le 27e BCA est un bataillon d'excellence, il le doit aux Glières. C'est-à-dire la volonté de vaincre, même quand les circonstances sont difficiles, même quand il y a l'incertitude du combat, parce que la guerre, c'est avant tout le royaume de l'incertitude. On accomplit la mission, finalement, quelle que puisse en être l'issue, mais on y va parce que c'est notre devoir et parce qu'on a la conviction qu'il faut y aller. Nicolas, l'Afghanistan, c'était l'opération du siècle pour le bataillon, quoi. C'était pour le bataillon le retour aux opérations de guerre, le retour au cœur du métier, ce qui pour un soldat professionnel est très important. Nous avons combattu dans une certaine mesure pour permettre à l'Afghanistan d'être libre et de cesser d'être un sanctuaire du terrorisme, mais aucun des soldats qui sont morts ou qui sont estropiés aujourd'hui ne le sont pour l'Afghanistan. Ils le sont pour l'armée française, ils l'ont fait pour leur régiment, pour leurs frères d'armes. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça la grande leçon. Il y a une autre leçon qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit l'issue de ce conflit, même si les talibans paradent aujourd'hui dans les rues de Kaboul, ça n'enlèvera jamais la fierté de ce qu'on a fait. Je pense que le conflit en Afghanistan nous aura donné l'occasion de montrer notre valeur professionnelle et notre valeur humaine, de montrer l'efficacité de nos armées. Et ça, quelle que soit l'issue du conflit, cette fierté, on l'aura toujours. Et je pense que tous les soldats que tu rencontreras et qui témoigneront, je pense que tu verras cette fierté. L'armée française a combattu en Afghanistan entre 2001 et 2014. 13 ans au cours desquels 90 militaires français ont perdu la vie. Plus de 700 d'entre eux ont été blessés. Là, on va aller retrouver mon camarade Raph, qui était commando de montagne et avec qui j'étais en Afghanistan en 2009, que j'ai accompagné au combat. Et Raph, je sais qu'il a effectué 2 séjours en Afghanistan. Raph est un enfant du pays. Il était pisteur secouriste avant d'entrer au 27e BCA. 2 ans après avoir été blessé, il a quitté l'armée et a refait sa vie en Vendée, avec sa femme et ses 2 filles. Chaque été, il revient se ressourcer dans la région, chez son père. On arrive à Thône, la capitale du reblochon. De temps en temps, il se faisait livrer, il se faisait envoyer dans les colis en Afghanistan du reblochon. Reblochon, du saucisson, tous les bons produits au Savoyard. Ah, camarade. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Ouais, impeccable. Ah, ça fait plaisir de te voir.
C'est ta fille, je m'en étais douté. En arrivant, bonjour, Roman. Bonjour, Roman. Dis bonjour. Giro, ça va, On Roman? s'appelle Giro. Donc tu vois, on a quitté la Haute-Savoie, c'était en 2014, à peu près. Ouais, D'accord. 2014, et puis elle est née en 2015. Donc après l'Afghanistan. C'est ça. Ça m'a foutu un coup parce que quelque part, il y a toujours un petit peu de nous qui est resté là-bas, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est encore douloureux. Là, tu le sens. C'est quand même assez au niveau émotion. Mais après, voilà, quoi. C'est vrai que là-bas, ça a été quelque chose qui a été très dur. Bah, on y laisse un peu, quoi. Un peu de santé. Après, moi, c'est vrai que j'ai toujours caché, que ce soit à l'armée ou à différentes choses. Enfin, j'ai pas montré vraiment ce que j'avais ressenti. Ton mal-être. Voilà, mon mal-être, parce que quelque part, je pense que c'était un petit peu tabou et puis peur aussi du regard des autres. Donc là, c'est là où habite ton père? Voilà, c'est là où habite mon père. Papa, il y a Giro qui est arrivé, si vous voulez sortir. Ah, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ben oui, très bien. Ma compagne Yvette. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. C'était déchirant pour vous monsieur, Ah oui, au départ? ouais, c'est toujours, hein, je pense. Ouais, elle m'a toujours été présent, hein, c'est vrai. Hein. Oui. Et puis moi, ce que je me souviens, le plus que je me souviens, c'est bon quand il y a eu son histoire là. Une balle qui t'a traversé les Il deux m'a jambes. traversé les deux jambes sans rien toucher, heureusement. Donc l'entrée doit être par là. Si on la voit encore, je sais plus trop. 12 ans. C'est ressorti ici et puis ans finalement après elle a retraversé ici et Ah oui. ressorti par là. J'ai entendu le claquement, j'ai senti une décharge dans les jambes comme une décharge électrique et je me suis mis à courir parce que là, je savais qu'il y avait, qu'on était pris sous le feu. J'ai entendu une deuxième balle qui a tapé sous mes pieds. Et là après j'ai réussi à courir et puis excuse-moi, c'est toujours douloureux de reparler un peu de ça. Quelque part, je t'incite à te rappeler également de ces mauvais souvenirs. Ça en fait partie, c'est peut-être pas forcément bon. Alors certes je vais me faire mal aujourd'hui mais c'est Oui. pas grave, T'acceptes. je l'accepte. Il faut vider son sac. C'est quoi. ça, un ouais, peu ça. ouais. Et c'est aujourd'hui en fait, 12 ans après. 12 ans après, ouais. Mais tu voulais que ce soit moi qui te pose des questions. Ah ouais, pas Pour quelqu'un quelle d'autre. raison alors, Raph? Ouais, parce que je pense que ton profil et puis le fait de t'avoir connu aussi en Afghanistan, pour moi, enfin voilà, je sais comment tu es, je sais ce que tu fais et voilà, je sais que je peux avoir confiance en toi. Ouais. Voilà, c'est pour ça. D'accord. En tout cas, il y a un immense respect, tu sais, Raph, sur ce que tu as fait. Pour moi aussi, envers toi. Tes camarades. Voilà. Ouais, Voilà. effectivement. Et alors, il y a des photos de ton évacuation, c'est ça? Alors là-dedans, ouais, je vais te montrer. Donc là, en fait, tu vois, c'était la position où on s'était mis en observation. Sur les sommets, il pouvait passer plusieurs jours et nuits avec son commando pour appuyer l'armée afghane. Ouais, ça, tu vois, cette photo, en fait, c'est celle qui est, je pense, qui est juste avant la blessure, ouais, effectivement. Ah oui. C'est Donc la ça, dernière c'est photo que vraiment tu as la prise dernière avant photo. d'être blessé. Et c'est ça. Raph accepte de me montrer ces images que son père n'a encore jamais vues. En fait, il a été très long, il est resté vachement longtemps au-dessus de moi, l'hélico, le temps qu'il me stabilisait, je pense, au sol. Et après, une fois qu'ils m'ont embarqué, bah, c'est parti. C'est des moments forts, quoi. C'est vraiment des moments où on sent vraiment le lien qui nous rapproche tous ensemble, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il y a eu cette blessure physique, mais avant, il y a eu la blessure psychologique qui arrivait bien avant cette blessure physique. Ah, déjà. Tu devenais comment? Je perdais le sourire. J'étais quelqu'un qui était habitué à sortir en montagne, à faire plein de choses, et au final, j'avais plus envie. Une perte du goût de la vie, en fait. Tu voulais pas le montrer à L'armée, l'armée? j'en ai jamais parlé. C'est de l'eau fraîche. Hein. Ton père nous sert de l'eau, mais je crois qu'à un moment donné, l'alcool, ça a aussi été Ouais. un problème pour toi, là, non? Avec Effectivement, l'Afghanistan, il y ça a a été... Alors effectivement, il y a eu une période où ça a été très, très compliqué. Je commençais à boire en fait tout seul. Donc du coup, c'était les périodes où ma femme partait au travail. Je me mettais à boire en fonction qu'elle rentre et que ça se voit pas forcément. Tu camouflais un peu les choses, Quelque quoi. part, parce que j'en avais honte, je pense aussi. Tu t'es senti dérivé? Dérivé, ouais, effectivement. Et donc tu l'as caché à ta femme, Je le cachais à tout le monde.
Même encore maintenant, je pense qu'elle va le découvrir. Donc ça va être... c'est quelque chose que j'ai jamais osé le dire. J'avais toujours honte de ça et je ne voulais surtout pas que ça change mon image en fait. Et comment est-ce qu'un gars aussi costaud que toi, un commando de montagne, un montagnard hors pair, un skieur, secouriste, qui est habitué à voir des choses difficiles aussi, comment tu as pu basculer? Je pense que c'est un cumul en fait. Parce que des morts, j'en avais déjà vu. Hein. Mais je pense que c'est une accumulation. Différentes choses qui s'accumulent et puis comme un petit millefeuille. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui fait que le corps ne tient plus. Et puis le mental aussi explose. Et puis c'est là où on relâche tout, quoi. C'est beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Et en même temps, il y a toujours eu une envie pour toi irrépressible d'y retourner. Exactement. Qu'est-ce qui pousse à vouloir y revenir, quoi? Qu'est-ce que tu cherches là-bas en fait? Je sais pas. C'est te confronter Comme à... si je cherchais quelque chose que j'ai laissé là-bas ou quelque chose que je n'ai pas fini. Peut-être plutôt quelque chose que je n'ai pas fini. Aujourd'hui, je pense que si j'avais pas eu ma femme auprès de moi et qui a réussi à m'écouter, à m'épauler, parce que je pense que pour elle, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments très difficiles pour elle. Beaucoup auraient jeté l'éponge et m'auraient laissé certainement me dépatouiller de tout ça. Mais non, elle a toujours été là. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, quand je regarde ma famille et puis mon autre famille qui est l'armée, c'est vraiment ce qui me fait tenir. Parce que je sais que ça restera en moi tout ça. Quand on rentre, une fois que la mission est terminée en Afghanistan, quand on rentre en France, on a quand même une fierté, on se dit ça y est, on a eu les combats. Mais après, il ne faut pas oublier que derrière, il y en a qui ne sont pas rentrés. Soldats, reporters, nous avons tous connu cette envie de nous confronter à l'épreuve du feu, connaître l'instant de vérité. Mais quel regard les chefs portent-ils sur les hommes qu'ils entraînent au combat? Alors là, on part voir Vincent, qui était capitaine en Afghanistan. Il avait 30 ans à l'époque et il commandait une compagnie de combat. Et c'est un soldat qui a déjà servi au Liban, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et en Afghanistan, il a participé à la bataille d'Al-Assaï. Salut Géraud, comment ça va? Écoute, quelle joie de te revoir. Ça va? C'est une grande joie. Ouais. Super. Ah, bah, Bon. tu me donnes rendez-vous en montagne là, hein? Ouais, Tu coiffes ta tarte de chasseur alpin, c'est là. exactement. Donc il y a toujours un pli sur... Un pli pour voir, un pli pour entendre. Voilà. C'est étonnant. D'accord. Le rituel. Très bien. Bon, on y va? On y va. On va prendre le chemin. Je pense que les bons montagnards font des bons soldats. Il y a des valeurs, des qualités qui se recoupent. Et les vaches s'en fichent complètement. C'est un pays auquel tu es attaché là, Oui, là Haute-Savoie. c'est un pays où j'ai mes racines familiales. Et puis un pays que j'aime. Mais le fait d'être déployé dans des pays de guerre, de conflit, renforce encore cet amour. L'exil est une fabrique de bons souvenirs et on veut retourner de là où on vient. Souvent, tu y pensais à ces montagnes lorsque tu étais en Afghanistan? Très souvent, surtout qu'en Afghanistan, il y a aussi des belles montagnes. Donc il y avait un effet de miroir. On voyait ça de montagne, on pensait à celles qu'on connaissait. Dans ta vie de soldat, quelles ont été les aventures les plus marquantes? L'Afghanistan, par son intensité, par sa complexité, reste une aventure personnelle et collective incroyable. L'espace 20 mètres.
À l'époque, j'avais une trentaine d'années, ceux avec qui j'y allais avaient 25 ans, si tu veux. C'est l'âge où on a envie d'en découdre et de partir à l'aventure. Donc oui, on est content. On est content, on sait qu'on se sert, évidemment, hein, des valeurs supérieures, la paix, la liberté, la dignité humaine. Mais on y va aussi parce que on veut savoir ce qu'on vaut et puis on y va avec des hommes, avec qui on croit et avec qui on a noué une relation de confiance incroyable. Je suis dans la zone de la campagne avec la porte ouverte. Par là-bas. Ok. La première cartouche, la première qu'on entend, c'est à ce moment-là qu'on sait comment on réagit face au feu. C'est difficile de le savoir avant. Même à l'entraînement, on a l'habitude de tirer à balles réelles, de manœuvrer. Le jour où on entend des coups de feu, où on entend des balles siffler et qu'on sait que c'est pour soi, on réagit, enfin on pense différemment en tout cas. Et alors après, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens qui ont peur, c'est pas une honte, mais ils le découvrent à ce moment-là. À l'excès inverse, il y a aussi ceux qui vont être galvanisés et qui vont aller trop loin si tu veux, qui vont s'exposer inutilement et bêtement. Le soldat qui va monter à l'assaut ou qui va risquer sa vie, c'est uniquement parce qu'il a son camarade à côté de lui qui y va aussi. Et s'il ne le fait pas, c'est son camarade qui va prendre une balle à sa place. C'est un mécanisme qu'on constate sur le terrain. Sur le terrain, j'ai moi-même observé cette fraternité qui relie les hommes entre eux dans l'épreuve. Ah, vous avez combattu, vous êtes tombé, ouais mais ça arrive. Vous relevez, et c'est reparti. Le feu, il faut continuer à le nourrir. En face, il n'attendra pas que vous reliez, d'accord? Mourad faisait partie de ces chefs qui savaient galvaniser ces hommes. Alors là, on va dans le massif des Bauges. Et c'est une région absolument magnifique. Et c'est là où Mourad m'a donné rendez-vous. Un ancien d'Afghanistan, un ancien chef de section. Et qui avait accepté en 2009 que je l'accompagne en Capissa lors de ses patrouilles. Aujourd'hui, il est dans le monde civil. Et 12 ans après, que reste-t-il de ces années afghanes? Ça va, camarade? Ça va bien? Ouais. Content d'être là quand même. Content d'être là. La 4e compagnie, ta section? Ouais, vers 30. Vers 30, indicatif vers 30. Ouais. Donc avec ma petite bande. D'accord. Et là, t'es ici. Hein. Ouais, et puis bon, Ouais. adjoint, je suis. Ton adjoint, je suis au groupe, ouais. Ça fait des bons souvenirs. Et puis quand on voit toutes ces têtes là, Nuggets, les petits surnoms qu'ils avaient tous là. Tu les as pas oubliés. Hein. Ah non, ils font partie quand même ouais, ils font partie d'une belle partie de ma vie à la tête d'une section et puis on était fiers. Surtout, il ne faut pas oublier que parmi ces gars-là, beaucoup, c'était leur première mission. Lui, c'était sa première. Lui, c'était sa première. Boris, c'était sa première. Ça les a marqués à vie? Ah oui, ça les a marqués. Hein. Il y a des collègues malheureusement qui ne sont plus là. Hein. Et on pense toujours à eux. Hein. Ça fait toujours mal au cœur de savoir qu'il y a un papa qui est resté là-bas, quoi. Un ami, un camarade, un frère d'armes. Hein. Et puis après, il y a tous ceux qui sont blessés. On avait la chance d'être bien soudés, bien entraînés, bien préparés. Et ce qui a fait notre force. Hein. Et puis, profond respect à ceux que j'ai commandés parce qu'ils étaient au rendez-vous. Ils ont fait le job, et même plus que ça. Et puis moi, je suis content, c'est d'avoir ramené tout le monde. Mourad et ses hommes affrontaient un ennemi le plus souvent invisible, fondu dans la population. On était très vigilants parce qu'en fait, on savait très bien qu'ils piégeaient partout et on s'inquiétait. Moi aussi. Attention à tous les tireurs isolés qui prennent des bouchées dans n'importe quelle baraque. Donc attention, soyez vigilants. Direction le Wadi, donc 3 personnels. Tout déplacement peut devenir suspect en fait. Alors que parfois c'était qu'un berger, mais des fois un berger plus. Quand on commence à voir un berger avec des chaussures de randonnée, alors que là-bas généralement ils sont limite en tongs. Voilà. Ils marchent à la prime, hein, les talibans. Hein. On savait qu'à l'époque, un radio c'était tant, un chef de section c'était ça, un chef de corps c'était ça. Quoi. Voilà, c'est une forme de prime pour eux. Hein. Attention à 31, donc il y a un véhicule devant qui ralentit, donc attention, on peut se faire voir. Il y a un gars qui a vu un truc suspect au sol. Tu me précises ton compte rendu, donc certes, dispositif de sécurité, qu'est-ce que tu as trouvé?
Et puis il y avait une sorte de petit saignée, les gars, il avait posé son fil, et puis il avait dissimulé son IED, son engin explosif improvisé, enterré dans le sol. Regarde, tu vois, les enfoirés, là, ils ont fait la saignée et tout, là. Et donc là, on a déjoué les plans des insurgés. Ouais, non, écartez-vous là. Écartez-vous. Prenez bien vos distances de sécu, postez-vous. Du coup, là, on fait des dispositifs de sauvegarde. Hein. On s'écarte, on fait une bulle de sécurité, on essaie de s'assurer qu'il n'y a personne au bout du fil, quoi. Parce que s'il déclenche, on est sur la photo. Hein. On savait ce qu'il fallait faire. Et eux, ils essayaient de trouver la faille. De temps en temps, ils y arrivaient. Mais avec des moyens de lâche. Voilà. Se jeter avec un véhicule plein de bombes sur une population civile ou militaire, au lieu d'affronter directement. Voilà. C'est pas des combats c'est pas très sport, quoi. Mais c'est sûr que si on est parti en Afghanistan, c'était justement pour éviter qu'on soit pollué par ce type-là chez nous. On est quand même bien, hein, ici, on est en liberté, on est en bonne santé. C'est quand même beau. Il faut absolument éviter la haine de l'ennemi. C'est ce qui va déclencher une violence incontrôlée et qui pourra faire perdre toutes les valeurs que le soldat français doit défendre. Il faut libérer de la violence, de la brutalité, de la violence qu'on a en soi pour monter à l'assaut, pour surmonter sa peur. Mais il faut savoir mettre une limite. On ne peut pas haïr son ennemi et lui dénier toute humanité. C'est très important de ne pas haïr l'ennemi, de toujours voir en lui un homologue, un père, même si c'est un taliban, même si c'est un insurgé. Dans une guerre comme l'Afghanistan, ceux qui doivent gagner les cœurs et les esprits des indécis, c'est la force locale. C'est l'État en place, c'est leur force de sécurité, c'est tout ça. Nous, le message qu'on a fait passer, ça a été toujours de dire on est là pour vous aider à être libre. Certains d'entre nous meurent pour vous aider à être libre. Mais si vous ne prenez pas votre destin en main, on ne pourra pas le prendre à votre place. Ça, c'est dans notre ADN, nous, de soldats français. Lorsqu'on s'est lancé dans la reconquête de la vallée d'Al-Assaï, ma tactique, ça a été de proposer à l'ennemi, finalement, une épreuve de force. Donc les Maleks des villages sont venus, on a fait une grande choura, grande réunion de tous les Maleks qui sont les maires des villages, les anciens, où je leur ai dit, voilà, j'appelle la population à quitter les lieux parce que si l'ennemi veut se battre, on se battra. Si l'ennemi ne veut pas se battre, on s'installera pacifiquement. Donc finalement, la balle de la violence était dans le camp des talibans. Donc la plupart de la population est partie, ce qui nous a donné une grande liberté d'action. Bien, moi, j'ai engagé 500 soldats. L'ennemi a probablement aligné 300 soldats. Enfin, l'ennemi aurait dû savoir que le rapport de force ne lui était pas favorable. Mais il a choisi de se battre. Et de se battre ouvertement. Pour une fois. I think, yeah, we can see them. Ça arrive! À la guerre, tout est toujours très confus. On a des avions, des drones, des hélicoptères, des soldats afghans, des soldats français, des soldats américains, la population, la géographie du terrain. Il y a des bruits, des missiles, des odeurs de poudre, des odeurs de poussière, les odeurs des hommes qui se battent, qui courent. Ça, c'est les facteurs objectifs. Et puis après, tu as les facteurs subjectifs, les émotions des gens. Comment vont réagir les soldats, comment vont réagir l'ennemi en face. Et ça, c'est imprévisible. Tu vois les campantes derrière au deuxième rideau? Là où il y a la vache blanche? Mais démonte un peu là-dedans, là. C'est quelque chose qui marque. Dans les souvenirs qu'on garde, ce sont ces impressions-là. Donc pour moi, délai 15 minutes avant évacuation des 2 blessés de Dana. Une fois qu'on a conquis le village d'Al-Assaï, qui marquait le point final de notre offensive, ils ont essayé de nous déloger de la position dans laquelle on s'était mise. Donc, une pluie de roquettes s'est abattue sur nos positions. Malheureusement, fatalité de la guerre, une roquette est rentrée entre 2 plaques de blindage de l'avant du véhicule, qui a tué le caporal-chef Belda, qui était au volant de son véhicule, qui était un VAB canon de 20.
l'entraînement, tu me confirmes, il est mort. Le matériel est plus opérationnel et le pilote est mort. Mais quoi? Le pilote est mort. Bon, pour info, il y a un mort français là. Donc moi je voulais absolument qu'on récupère le corps de notre camarade. Ça c'était fondamental pour moi. L'honneur d'une armée, c'est de ne jamais abandonner nos morts, quelles que soient les conditions du combat. Donc moi mon premier souci c'est ça. Et d'ailleurs c'est le premier ordre que j'ai donné. Et la deuxième chose c'est il faut aller au bout de la mission. Ouais, les R60 reçus, n'hésitez pas à y aller là. R30, ils sont tellement engagés. Le combat a duré une partie de la nuit. On a récupéré le corps de Nicolas. Et il a pu avoir les honneurs qu'il méritait et que mérite tout soldat français qui meurt pour son pays. Aux morts. « 12 ans après la mort de Nicolas Belda, j'ai voulu retrouver les hommes qui étaient avec lui au combat. » Alors là, je pars retrouver un autre camarade qui est devenu un ami et qui s'appelle Pedro. Et Pedro était, pendant la bataille d'Alassaï, le chef de la section canon de vin. Lui et ses soldats avaient pris de grands risques pour aller chercher le corps de Nicolas sous les lignes ennemies. Et non, ça c'est le mont Lachin. Voilà, qui culmine à peu près à 2100 mètres d'altitude. C'est notre terrain de jeu, notre havre de paix et le regroupement de notre petite famille. J'ai eu la chance de travailler 6 ans avec les mêmes hommes. Je les ai formés, instruits. Et, voilà, et en 2008, on part sous les ordres du colonel Le Naine et nous partons en Afghanistan. Voilà, jusqu'au jour où Nicolas Belda, mon pilote, 14 mars 2009, prend le dard de la roquette en pleine poitrine. L'objectif pour nous, c'est d'aller chercher Nicolas. On ne laisse pas un homme derrière nous. On a des obus explosifs, des obus perforants. Donc là, s'il va, il explose. Voilà. Quels sont les ordres que tu donnes à ce moment-là? Déjà avant de donner mes ordres, j'ai observé mes hommes. Parce que si un de mes hommes m'avait dit « c'est pas possible pour moi », je ne l'aurais pas envoyé. Donc on reste combattant là, d'accord? On est parti une équipe, on repart à une équipe. Et comme ils m'ont dit « on y va », on va le chercher. Et là on réfléchit pas, il n'y a pas de peur, il n'y a de rien du tout. C'est « on y va, on y va ». Doucement, doucement. Bon, ouais. Ok, recule. On a pris le corps de Nicolas, je me rappelle. On est remonté, il y avait un gros rocher. On a mis Nicolas, on s'est mis autour. Et en attendant l'hélicoptère américain qui vient de récupérer Nicolas, jusqu'à la base de Bagram. C'est ça. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le lendemain matin, vraiment, je remercie le padré qui, sur le terrain, j'avais jamais vu ça de ma vie, qui nous a fait cette cérémonie pour Nicolas. Nous confions notre journée à la très sainte Vierge Marie. Nous lui confions notre mission. C'était un moment douloureux dans le sens, c'était moi le chef. C'était moi le responsable. Moi, il y a une maman, un papa et une sœur. Et j'ai pas ramené leur fils ou leur frère. Donc là, on se dit, c'est moi le responsable. Sa maman m'a souvent dit, est-ce que tu es sûr de m'avoir ramené mon fils? Parce qu'ils n'ont pas vu la famille, ils n'ont pas vu Nicolas. Moi, quand je suis allé avec tout le groupe, toute la section à Kaboul, moi, je sais qu'il était là. Oui. Mais arrivé en France, ils n'ont pas vu le corps de leur fils. Ils n'ont pas pu lui dire au revoir.
Je suis le dernier. Et quand une maman te dit t'es sûr que mon fils est rentré? Ouais. Tu y penses tous les jours Obligé. Obligé. Comment est-ce que tu as réussi à surmonter cette épreuve, ce qu'on appelle le SPT, stress post-traumatique? Ouais. Je le vis toujours. Tu le vis toujours? Ouais. Je suis soigné depuis 2017. Et je ne saurais pas l'expliquer. L'angoisse arrive, les mains moites, on ne peut plus respirer, et on ne sait pas. Même mon épouse, elle essaye des fois de m'en parler. En fait, c'est pas que je veux pas, c'est que ça n'arrive pas à sortir. Et c'est là que je dis que le service de santé des armées, j'en ai parlé à mon doc à Chambéry, qui tout de suite a tout mis en place. Et voilà, je suis suivi et j'en suis très, très heureux parce que ça m'aide. Et la seule chose, c'est pas une grippe, un rhume. On est pris, on va chez le médecin, on prend des antibiotiques, c'est fini. Ça, le SPT, comme on dit, c'est une sacrée saloperie. Comme Pedro, de nombreux soldats sont revenus d'Afghanistan en développant un syndrome post-traumatique. Thomas, lui, a 34 ans. Cet ancien commando du 27 est aujourd'hui instructeur à l'EMHM, l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Une reconversion réussie qu'il a entrepris avec le soutien de l'armée il y a 5 ans. En montagne, comme en combat, en fait, t'as pas de certitude de rester en vie. Si tu veux pas être prendre de risques en montagne, t'y vas pas. Tu restes en bas. Quand tu vas en montagne, voilà, en haute montagne, tu t'exposes volontairement à un risque pour ta vie, pour la vie des autres. Voilà, c'est important d'en avoir conscience et que les autres en aient conscience aussi. Thomas a effectué 2 séjours en Afghanistan, jusqu'au jour où il a fini par douter sur le sens de sa mission. Je me souviens, on était dans des petits préfabriqués, j'avais une toute petite chambre et puis un soir, je prends mon arme de service, mon pistolet, on est toujours avec nos armes, on est en zone de guerre, même sur ces bases. Et voilà, j'ai mon arme posée sur ma cuisse, il est tard le soir, et là, je commence à comprendre qu'il se passe quelque chose de pas normal, et je me vois en train de me tirer une balle dans la tête. Voilà. J'ai été voir mon meilleur ami, je lui ai donné mon arme, je lui ai donné mes grenades, mes munitions. Et le lendemain, je suis allé voir mon chef, j'ai levé la main, j'ai dit « il y a un problème ». J'avais cette grande peur de défaillance au combat, quand tes camarades comptent sur toi et que tu t'effondres. Dans mon bataillon à l'époque, je pense que je faisais partie des premiers officiellement à s'exposer comme ça en disant « moi là, j'ai besoin d'aide ». En quelques heures, quelques jours, je me retrouve extrait de la zone de combat et puis après je me retrouve en hôpital psychiatrique sur Paris. Voilà, la bascule est assez violente et là tu te sens... c'est dur quoi. Tu sais que tous tes copains sont là-bas, encore au combat et toi tu te sens très seul. Avec des sentiments très, très partagés, hein, de soulagement et puis un sentiment de honte. Mes grands-pères ont fait l'Algérie, l'Indochine, ils ont vécu des choses dures. Un de mes grands-pères a demandé si j'allais être puni. Il avait peur que je sois puni parce que voilà, j'avais arrêté le combat. Tu dis, lui aussi, il a été marqué, il a porté ça toute sa vie. Moi, j'ai la chance de faire partie d'une génération où tu peux dire, j'ai été blessé, hein, j'ai eu un stress post-traumatique, tu vois, et on ne te jette pas des pierres, tu n'es pas la risée du bataillon, en fait. On m'a même donné la médaille des blessés. Voilà. Et moi, je la porte fièrement. C'est important pour moi. Ça peut être un message d'espoir pour des collègues qui vivent aussi ça, de se dire, en fait, voilà, la vie ne s'arrête pas. Je peux faire quelque chose d'autre dans l'institution, continuer à servir. Quand j'ai été rapatrié, que j'étais
en hôpital psychiatrique ou chez moi. J'avais ces réflexes de guerre qui ressortaient, l'hypervigilance, la sensation de voir du danger partout. J'ai pleuré quelques fois. Ma compagne de l'époque me disait que souvent la nuit, je tremblais. J'aurais pu basculer, après ce retour d'Afghanistan, dans des formes d'addiction, drogue, alcool, attitude violente, m'enfoncer, m'isoler. J'avais un soutien familial très fort. C'est ce qui m'a beaucoup aidé à garder pied et puis à continuer à avancer, à me soigner et à me relancer sur un nouveau projet, aidé par la communauté militaire autour de moi. Je me sens chanceux de là où je suis maintenant. J'aurais pu très mal finir. Je ne sais pas si j'ai vraiment lâché tout ce que j'avais à lâcher. Je vois d'ailleurs encore une psy en ce moment, une fois tous les mois, un peu comme une béquille, peut-être une béquille morale, tu vois. Accepter de servir son pays jusqu'au sacrifice de sa vie, y compris en Afghanistan, difficile à comprendre pour beaucoup de Français. 12 ans après, certains soldats comme Bart et Yann souffrent encore du manque de reconnaissance de la nation. Alors là, on va près du Parmelan, dans la commune de Villaz, au-dessus d'Annecy. Et on va retrouver un commando de montagne qui s'appelle Bart, qui est aujourd'hui civil, il a quitté l'armée. Et alors la particularité de Bart, c'est qu'il a gardé d'excellents contacts avec un soldat américain. Qui s'appelle Chris et qui vit au Texas. Les soldats américains gardent un souvenir absolument mémorable de ces troupes d'élite, des chasseurs alpins. Salut Mystère Géraud. C'est Bart qui m'accueille. À ses côtés, Yann, lui aussi un ancien commando. Je peux rentrer ou quoi? Il est venu avec Kelly, sa compagne. Moi j'ai connu Yann, il était déjà plus militaire. D'accord. Ouais. On s'est mis ensemble et il avait arrêté déjà le GSM. D'accord. Les commandos quoi. Les commandos, tout à fait. Ouais. L'Afghanistan, il en parle beaucoup quoi. Je sais pas si c'est de l'Afghanistan spécifiquement, mais en tout cas il a une nostalgie de l'armée. Et de ses camarades. De ses camarades. Quand je l'ai connu, et j'ai connu tous les amis proches également, anciens militaires ou encore militaires, ce sont des frères, hein, des frères de sang. Je crois que ce terme-là, il n'y a pas de secret. Ils sont là les uns pour les autres, toujours présents. S'il y en a un qui a besoin, toujours disponible. Donc, que ce soit à l'armée ou ici, ils sont toujours aussi proches. Mais donc, il y a un attachement fou entre vous, hein, quand même. Hein. Bah ouais, je me suis dit, allez, je vais le voir. Donc en fait, il y a toujours un lien entre nous. Quand on parle de frères d'armes, c'est vrai que il y a des liens qui sont énormes. Et moi, j'ai sympathisé, j'ai eu la chance de sympathiser avec les ricains avec lesquels on a bossé en Afghanistan. On est toujours resté en contact. Et donc, on va dire tous les 2 ans à peu près, j'arrive à retourner au Texas. Pour moi, c'est ma famille américaine, quoi. Je suis très fier d'avoir été sur le même champ de bataille, aux côtés des troupes militaires françaises, notamment avec l'infanterie. La bataille d'Al-Assaï a été ma première réelle action de combat, la première lors d'une mission offensive. C'était inspirant de voir les armées françaises, américaines et afghanes, épaule contre épaule, agissant comme des frères pour combattre un ennemi commun. En fermant les yeux, j'ai juste envie de dire à tous les soldats français qui étaient sur le champ de bataille, je suis honoré d'avoir été parmi vous ce jour-là et je vous souhaite à tous ce qu'il y a de meilleur. Aux États-Unis, ils ont vraiment ce sens-là du patriotisme et le respect du militaire, c'est assez énorme. Par exemple, nous, quand on est rentré en France, je croisais des gens, ils m'ont dit « Ah, t'es allé en Afghanistan ?» Les gens, c'est « Ah, qu'est-ce que t'es allé faire quoi ?» T'étais en vacances? Maintenant, je sais pas. « Ah, t'es militaire? Ah, c'est bien. » C'est pas la même reconnaissance. Aux États-Unis, je suis arrivé, j'ai revu Chris. Ils sont très reconnaissants, j'ai trouvé. Ils sont très reconnaissants parce que ceux avec qui on a bossé. Et à chaque fois qu'ils me présentaient à des gens, ils me disaient « Ah ben voilà, c'est mon pote Bart avec qui j'étais en Afghanistan. Ah ben merci
merci pour tout, merci pour votre service. Enfin, il y a vraiment quelque chose de fort aux États-Unis qu'on n'a pas en France. Et résultat, pour moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, ces mecs-là, je les ai retrouvés, c'était la famille, parce que c'est très fort pour eux d'avoir vécu le feu avec d'autres gars, quoi. C'est l'orage, c'est pas la... Ouais, de toute façon, il avait annoncé, et je crois qu'on va peut-être basculer à l'intérieur. Comme on dit, il y a boule de feu, là. Souvent, les civils en France, ils n'ont pas ce rapport, ils ne se rendent pas compte, on n'a pas cet esprit de patriotisme, donc les gens, ça les fait bêtement sourire de dire ouais, il est mort pour la France, il est mort pour rien. J'ai envie de leur dire, dites-vous que j'y suis pas allé pour l'Afghanistan ou quoi, j'y suis allé parce que moi, dans mon métier, il y a 9 gars qui sont prêts à donner leur vie pour moi, et moi, je suis prêt à donner ma vie pour eux sans me poser aucune question. Je dis, toi, dans ton boulot, est-ce que tu peux trouver des collègues de boulot qui sont prêts à ça? Cette guerre n'a épargné ni les soldats, ni leurs familles restées en base arrière et qui ont pourtant joué un rôle essentiel. Voilà, le boucher Montcharvin. Ça, c'est un des lieux-dits berceaux de la résistance en 1944. Et là, je pars à la rencontre de Laurent, qui a effectué 2 séjours en Afghanistan. Et pendant l'une de ces opérations, j'avais accompagné sa famille qui était restée ce qu'on appelle en base arrière. Sabine, Lucas, Enzo et Lily. La petite Lily, elle était toute petite. On va dire au revoir à Papou. Papa, il s'en va loin. Je me souviens encore du petit Lucas entre ses 2 parents qui criait et qui disait ne pleurez pas, papa, maman, ne pleurez pas. Attache-toi. Maman, pleure pas. Mais là, on se retrouve en famille et ça fait donc 10 ans que je n'ai pas vu Sabine et les enfants. Ça va et toi? Ah, c'est plaisir. Ah ouais. Oh là là là, je retrouve Laurent et toute sa famille. Enzo, Lily, Lucas et Sabine. Ah, quelle joie de vous revoir. Tous ont souffert de l'absence de Laurent, partagé à plusieurs reprises l'angoisse de ne pas le revoir vivant. Ouais. Vous en reparlez un petit peu de l'Afghanistan ou pas du tout? Non, pas trop, c'est vrai. Je voulais savoir ce que 12 ans après ou 10 ans après, il reste de cette aventure. Les traces, on le voit sur Sabine et sur les enfants, même si Lily était petite. Mais, Est-ce que les enfants, vous avez voulu à votre papa d'avoir fait ce choix forcément. Tu savais intérieurement que c'était difficile aussi. Ouais. Ah bah, c'était difficile aussi pour moi. J'ai beaucoup pleuré. Bah, comme toujours, ça changera pas. Sur le moment, quand il était là-bas, on se disait pourquoi nous, pourquoi il part alors que les papas de nos copains, ils sont là et puis ça se passe très bien. Nous, ils pourraient aussi rester là et on serait très bien comme ça. C'est un manque de mon papa, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui était coupée en 2, comme s'il y avait un vide dans mon corps un peu, qu'il n'y avait plus rien, puis dès qu'il est revenu, ça s'est re-rempli. Sabine, tu disais tout à l'heure, ça a laissé des traces, tu pensais à quoi principalement? Il y a ce côté, ça n'a pas été toujours tout beau tout rose dans notre couple. Plusieurs fois, je me suis dit, je n'ai pas les épaules pour continuer à vivre ça. Parce que malgré tout l'amour, malgré tous les sentiments qu'on peut avoir l'un pour l'autre, on a beau avoir la fierté d'être très fier de le porter dans ses valeurs et de cet engagement, comment dire, au niveau de la nation. Humainement, des fois on en a un peu ras-le-bol, quoi. Voilà, la souffrance, tout simplement. Des fois on a envie que ça cesse. Quand j'entends ça aujourd'hui, forcément, j'ai les larmes qui montent parce que quand on est papa, on ne veut pas faire mal à ses enfants. Hein. Il y a son épouse, bien sûr, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait, loin de là. Mais on ne peut pas faire ce qu'on a fait sans malheureusement laisser de côté un petit peu sa famille pour son pays, quoi. Donc, Avoir votre famille aussi, comme ça, il y a un sentiment de fierté, quoi. Oui. Du travail, du service accompli, quoi. Oui, vraiment. Ça, on ne le dit pas assez. Vous le partagez, oui. ça aussi? Oui, énormément. Mais depuis, je pense,
pas que maintenant, depuis toujours, même quand on était petit, toujours quand même si c'était difficile, on était très fiers. On disait, notre père, il sert la France, c'est un soldat. C'est quand même une belle image. C'était pour moi en tout cas une très grande fierté. C'est vraiment... C'est la famille, elle porte. Hein. Sans eux, nous on n'est pas. Hein, et nous on avait peut-être le stress du combat. Eux, ils avaient le stress de ce qui pouvait arriver et du non-retour du papa à la maison. Quoi. Faut pas que ça sonne à la porte, parce que si ça sonne à la porte, c'est pas bon. Quoi. Donc, les médailles, c'est nous qui les portons, mais c'est eux qui devraient les avoir. C'est ce que j'ai toujours dit, moi. Retour à Annecy, où je termine mon voyage. Tout au long de ce tournage, j'ai compris à quel point l'Afghanistan avait représenté un tournant pour nos armées, avec la redécouverte des combats depuis la guerre d'Algérie. 12 ans après, j'ai mesuré le sens et le prix de l'engagement de nos soldats et celui de leurs familles. Ce que je retiens de l'Afghanistan, c'est qu'on a une magnifique jeunesse. Vraiment. Et il faut pas l'oublier. Ça, je pense que c'est la force de notre pays. Notre jeunesse, c'est la force de notre pays. Moi, j'étais impressionné par ces jeunes. Sincèrement. 6 mois plus tard, pour prévenir toute extension de la guerre en Europe et répondre à la menace russe, c'est encore le 27e bataillon de chasseurs alpins qui a été désigné pour partir en Roumanie, à la frontière ukrainienne. Cette fois, pour se préparer à intervenir dans un combat de haute intensité.